Jusqu'à 14 jours, je vous le rappelle, on va recevoir dans un instant le président de la commission sport du conseil départemental, Daniel Dulac. Bonjour. Bonjour. Avec moi parler du programme des U16. Comme je dis chaque fois, c'est la Coupe du Monde de la Guadeloupe. Sandrine Soukaï aussi sera avec nous dans son intervention sur Indiaspora. Dans un instant, un peu plus tard, on va recevoir Sylvie Rosier et Christian Laviso. Christian Laviso, c'est un artiste musicien. Multi-instrument installé, et il sera dans une soirée qui aura lieu demain 27 mai, puisque vous savez, 27 mai, c'est la date de la mort de Delgrès, du combat des Guadeloupéens en 1802, mais aussi c'est aussi 1967, il ne faut pas l'oublier. Et donc, la Viso sera dans Fort en famille. Assia Bendou sera reçu tout à l'heure par Iman. Et bien sûr, on va terminer avec un historien, puisque nous sommes dans une période historique, avec monsieur Frédéric Régent. Iman, bonjour. L'actu, c'est quoi? Bonjour à tous, bonjour Danick. Aujourd'hui, au niveau de l'actualité, on parlera de plantation d'arbres en pot à Douville, Sainte-Anne. Donc, c'était un atelier pour permettre aux jeunes de se familiariser à la biodiversité locale. On parlera aussi famille sur Saint-Claude, notamment avec cette journée placée sous le signe du partage des jeux et des valeurs fondamentales qui unissent nos générations. On parlera aussi bien-être et santé au Lamentin, donc dans le cadre d'un d'ateliers qui ont été proposés. C'était la pause bien-être, une initiative proposée au Lamentin. Et on reviendra sur l'inauguration de la stèle Paul Lacavé, organisée par Cap Excellence. Donc pas Cap Esther Bello, pas Cap Excellence. Une stèle qui est en hommage de Paul Lacavé, une figure emblématique de l'engagement civique. Voilà pour l'actualité. Il y a un blocage aussi quand même. Ah oui, c'est vrai, il y a le blocage. Bon, on va peut-être commencer par ça, d'ailleurs. Alors, bien, merci. Je l'ai dit, on reçoit Daniel Dulac comme chaque année, j'ai envie de dire, à la même période, pour la même manifestation. Les U16 de la Guadeloupe seront sur leur terrain. Bonjour. Bonjour. Alors, comment c'est organisé cette année? Mais vous savez, on est sur le même principe de base, puisque je rappelle que ce tournoi, c'est un tournoi des centres de formation. C'est pour permettre à nos jeunes de pouvoir se situer et juger leurs valeurs par rapport à des gamins du même âge qu'eux et de voir ce qui peut se faire de mieux au niveau mondial. Oui. Donc, c'est un tournoi que nous avons inscrit dans la pérennité et dans la continuité. Donc, cette année, du 28 au 31 mai, va avoir lieu sur ce tournoi international U16 avec des équipes étrangères invitées, des centres de formation. Donc, il va y avoir un certain nombre d'équipes européennes, la ZEDACMA de la Hollande. Nous aurons aussi l'Olympique Lyonnais, qui est le vainqueur sortant. Nous aurons aussi le Havre, nous aurons Torcy, nous aurons aussi l'AS Monaco. Et Fluminense aussi. Fluminense, oui, qui sont déjà d'ailleurs ici. Donc, nous avons cette année aussi le Canada, l'équipe nationale des jeunes du Canada. Nous aurons avec nous, à partir de demain, l'équipe nationale d'Haïti. Nous aurons aussi nos amis de la Martinique et de la Guyane. Ce qui fera en tout 16 équipes, en comptant nos 4 équipes locaux des centres des communautés d'agglo, plus ce qui se fait de mieux chez nous, le CFA. Alors, c'est volontairement qu'il n'y a pas d'équipe de la Guadeloupe? Non, nous avons d'équipe de la Guadeloupe de sélection guadeloupéenne. Voilà, nous avons préféré aller pour permettre au plus grand nombre de jeunes de pouvoir participer. Nous avons été sur des sélections de communautés d'agglo. Donc, ce qui permet à beaucoup plus de jeunes de pouvoir participer à ce tournoi-là. Et nous restons, bien entendu, avec le Pôle Espoir et le CFA, ce qui est l'élite du football guadeloupéen en matière de jeunes. Alors, c'est quoi? Je vois qu'il y aura Marie-Galante, Riviera, Grande Terre, Cap Excellence. C'est ça, c'est ça. Peut-être Basse-Terre, non? Non, puisque en fin de compte, nous avons quand même organisé un tournoi préqualificatif parmi les 6 communautés d'agglo et nous en avons retenu que 4, les 4 meilleurs donc, à l'issue de ce tournoi. Donc alors, sur les 6, donc il n'y en a plus que 4. Alors, CFA représente l'élite, on peut dire? C'est l'élite du football guadeloupéen en matière de formation, puisque c'est le centre de formation qui permet à nos jeunes de pouvoir s'exprimer.
Donc c'est sur eux que tous les regards vont se braquer cette année. Ben, vous savez, c'est vrai que le CFA a son mot à dire, puisque c'est en termes de formation de ces jeunes-là sont au foot et à l'école, donc ils sont au foot quasiment tous les jours. Donc ça, ce qui permet de mettre en valeur leur capacité. Et les autres jeunes des équipes de communauté d'agglo sont effectivement regroupés sur la pré-saison. Donc, au cours des saisons, ils font des regroupements pour pouvoir être prêts pour ce tournoi-là au mois de mai. Bon, alors, ça va démarrer avec le Canada contre la Guyane. Oui. Et le premier match guadeloupéen, ce sera à Petit-Bourg, Monaco-Marie-Galante, c'est ça? Monaco-Marie-Galante, donc ce sera donc mercredi à Petit-Bourg à 10h. Donc, on aura aux prises, effectivement, l'AS Monaco qui sera aux prises à l'équipe de Marie-Galante. Oui. Alors, je vais vous poser quand même la question. Quel est, avant le début de cette compétition, le moral des troupes? Je veux dire, comment les jeunes Guadeloupéens qui ont été sélectionnés, qu'est-ce que vous ressentez? Moi, déjà, le 1er mai, lors du tournoi préqualificatif pour pouvoir retenir les 4 équipes de la Guadeloupe parmi les 6, j'ai vu des jeunes très motivés qui avaient la rage de vaincre puisqu'ils voulaient absolument participer au tournoi. Et puis, en rencontrant les cadres de ces équipes-là, les jeunes sont impatients, ils sont prêts. Donc maintenant, il nous reste à savoir, pour pouvoir vraiment juger le niveau, on va attendre les matchs pour savoir quelle a été la marge de progression par rapport aux éditions précédentes. Oui. Mais c'est vrai que nos jeunes sont prêts. D'ailleurs, j'ai des jeunes qui me voient, qui m'interpellent, quand est-ce qu'on démarre le tournoi, etc. Donc ça veut dire qu'ils sont prêts. Après, à savoir pour le niveau, donc je pense qu'au niveau des centres de formation, au niveau des clubs, nous avons quand même un travail intéressant qui se fait. Et je crois que les dirigeants vont venir pouvoir juger la valeur du travail qui est effectué avec ces jeunes-là durant toute l'année. Alors, l'autre question qui se pose, c'est que quand ces jeunes, on verra ces jeunes sur le terrain, ils vont jouer, ils vont gagner ou peu importe, mais enfin, vous avez dit qu'ils sont très motivés. Est-ce que c'est la porte ouverte pour le départ vers des équipes professionnelles déjà? C'est ça aussi. Le tournoi va participer à pouvoir justement voir le travail qui est fait durant toute l'année par nos éducateurs et voir les meilleurs jeunes. Donc nous avons des actions ponctuelles qui se mettent en place tout au long de l'année, nous les connaissons. Mais ça, c'est vraiment une porte ouverte. Par exemple, l'année dernière, je sais que l'équipe du Havre avait détecté parmi les joueurs qui étaient là, 3 jeunes joueurs qu'ils ont fait venir au Havre. Et je crois qu'il y a même un qui a été retenu pour pouvoir taper aux portes des équipes professionnelles. Donc, c'est vrai que c'est une épreuve qui permet aussi aux gamins non seulement de pouvoir participer, d'avoir cet échange culturel, sportif et même amical avec d'autres joueurs de la même catégorie d'âge qu'eux, mais c'est surtout aussi leur permettre d'exposer aussi leur talent. Alors, l'autre aspect de ça, c'est que en même temps, ça appauvrit le football guadeloupéen parce que si les meilleurs s'en vont. Mais c'est vrai, mais on ne peut pas empêcher un jeune qui aspire à devenir professionnel, puisque le tissu économique local ne nous permet pas de pouvoir insérer ces jeunes-là dans... Mais c'est vrai que nous avons quand même des talents qui demeurent au pays. Et c'est vrai que lorsque le département avait en 2012 initié ce tournoi-là, c'était pour les U15. C'était déjà un petit peu jeune pour pouvoir partir en métropole. Donc c'est pour ça que depuis 3 ans, nous avons opté pour 16-17 ans, donc des gamins qui sont capables de pouvoir partir et de supporter l'éloignement, puisqu'il y a aussi l'éloignement à supporter, et pouvoir taper aux portes des équipes professionnelles. Donc c'est vrai, si on peut voir ce revers de la médaille en disant qu'effectivement, on va appauvrir le niveau des clubs guadeloupéens, mais on ne peut pas empêcher un jeune qui aspire à être professionnel. Ça, c'est toujours fait. Oui. Enfin, plus maintenant qu'avant, quand même. Hein. Beaucoup plus, puisqu'ils sont beaucoup plus exposés. Le Trésor, c'était un. Voilà, là, maintenant, ils sont beaucoup plus exposés. Beaucoup plus exposés. Voilà, c'est ça. Alors, est-ce que par rapport je ne sais pas, c'est quoi, c'est la 6e édition déjà? C'est la 3e du tournoi 16, mais si on était resté depuis 2012, on serait à la 10e édition. Voilà, c'est ça. Alors, est-ce que le niveau quand même a progressé? C'est-à-dire que l'année dernière, je me souviens, après, on avait fait un petit peu le bilan. Bon, il y avait des équipes brésiliennes, il y avait des équipes africaines aussi qui étaient de très bon niveau. Est-ce que le niveau guadeloupéen, vous sentez qu'il est en hausse par rapport à la formation? C'est-à-dire, la vraie question, est-ce que les centres de formation commencent à mettre, comme on dit, mettre ça haut? Oui, non, mais vous savez, il y a quelque chose de très important, et je le dis toujours, je rencontre les cadres, je rencontre la Ligue. C'est vrai que les ambitions sont là, mais après, derrière les ambitions, il faut parfois des moyens. C'est-à-dire que les moyens ne sont pas toujours là. C'est pour ça que le département, nous avons
mis en place un certain nombre d'accompagnements pour les clubs pour pouvoir arriver dans leur fonctionnement à pouvoir former les jeunes, mais surtout que le président Losban a dans ses objectifs politiques a mis en place d'accompagner aussi les collectivités pour en ce qui concerne les structures, les moyens à mettre en œuvre pour pouvoir recueillir le gamin dans de bonnes conditions. Et je crois que ça c'est une très bonne initiative et ça permet, et on l'a vu l'année dernière par rapport à la première année, le niveau était déjà monté un petit peu et là cette année l'équipe Marie-Galantaise qui avait terminé l'année dernière, j'ai vu qu'ils ont mis en œuvre un certain nombre de choses où les gamins sont vraiment motivés, mais en plus les gamins, on voit que l'équipe a une cohésion complète. Donc ça veut dire que maintenant, le tournoi pour ces jeunes Guadeloupéens devient un objectif. Et à eux de pouvoir maintenant montrer ce qu'ils sont capables de faire. Est-ce qu'il est prévu un jour un tournoi de Golden Cup, mais avec des U16? Mais vous savez ça, caribéen, je pense. Oui, mais ça on en avait discuté avec le président de la Ligue guadeloupéenne de football, mon collègue Monsieur Jean Dantron, et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut se concevoir. Tout à fait. C'est même nécessaire. Hein. Qui serait peut-être même nécessaire à travers les équipes de la Caraïbe. Il faut savoir, je l'ai vu, que Haïti doit être qualifié pour la Coupe du Monde qui arrive. Donc ça veut dire que quelque part, dans la Caraïbe, dans notre environnement, il y a des équipes qui sont vraiment valeureuses et ce sera à charge à nous de pouvoir voir avec eux comment mettre ça en place et bien entendu avec la Confédération, la CONCACAF. Oui, avec la CONCACAF. Voilà. Bon, alors, coup d'envoi à partir de demain. Et alors, la finale aura lieu quand exactement? La finale, c'est le samedi 31 au Môle à partir, donc il y aura... on a inclus plusieurs manifestations puisque ce jour-là, nous avons aussi la diffusion du tournoi de la finale de la Ligue des Champions. Donc, comme c'est un club français qui, justement, donc on a décalé, justement, pour ne pas avoir des difficultés, on a décalé l'horaire donc, des finales du tournoi SS pour pouvoir nous adapter. Et d'ailleurs, je dis aux téléspectateurs, il y aura sur la diffusion de la finale de la Ligue des Champions sur un grand écran sur le stade du Môle, ce qui permettra aux gens de pouvoir se déplacer, voir la finale de la Ligue des Champions, mais en même temps voir les jeunes. Nous aurons aussi ce jour-là la finale des légendes, puisque nous, comme le tournoi s'appelle Guédu, le tournoi José Guédu, donc nous avons inclus un tournoi des légendes aussi qui va se dérouler. Qui sont les légendes en deux mots? Ben, les légendes, ce sont des anciens footballeurs de Guadeloupe, les anciens de la division d'honneur qui sont là, qui font des équipes. Donc, ils ont fait 4 équipes. Une équipe de Grande Terre, une équipe de Basse Terre, une équipe de Marie-Galante et une équipe amicale avec l'association dont José Guédu était président. Ils vont s'affronter et la finale aura lieu juste avant le match de la 3e place des équipes du tournoi S16 et la grande finale du tournoi S16 à 20h au Môle, d'ailleurs, qui sera en direct sur Canadis. Alors, dernier point, puisque vous en avez parlé, est-ce qu'au niveau des infrastructures, on a suffisamment ce qu'il faut au niveau des terrains, au niveau de l'électricité, etc. Non, pas encore. C'est-à-dire qu'il y a un travail. Moi, je pense qu'il y a un travail nécessaire à faire, puisque vous savez que les collectivités n'ont pas beaucoup de moyens et ça coûte très cher de mettre en place des infrastructures sportives pour les jeunes. Donc, nous avons effectivement, avec le département, pris l'initiative d'accompagner les collectivités et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons demandé aux différentes collectivités de nous faire parvenir les infrastructures sportives qu'ils souhaiteraient mettre à niveau. Donc, c'est ce qu'on est en train de recueillir pour pouvoir aller dans ce sens-là et accompagner donc justement ces collectivités-là à pouvoir mettre à disposition de nos jeunes parce que par de la formation, etc., il est question aussi, on sait qu'on est dans un pays où on souffre effectivement beaucoup de par exemple, d'obésité, de problèmes sanitaires, donc d'obésité, de problèmes cardiovasculaires, donc de faire en sorte que tous nos jeunes puissent avoir accès à des terrains pour pouvoir faire du sport. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on est vraiment. Ben, Daniel Dulac, merci en tout cas d'être venu. Alors, ce que je vous demande, c'est après la finale, on voudrait bien vous revoir, vous faire un bilan quand même. Pas de souci, mais je serai à votre disposition. Vous allez vous êtes déjà invité. Pas de souci, c'est noté. Voilà, merci en tout cas. Je vous en prie. 12h49 tout de suite, le 3e épisode de Ndiaspora, c'est avec Sandrine Soukaï. On regarde. Voilà,
Voilà, bien, nous sommes dans la troisième partie de Indiaspora. Indiaspora, c'est un talk show que nous avons réalisé avec Madame Sandrine Soukaï, qui est titulaire, je vous rappelle, d'un doctorat européen en études anglophones qu'elle a obtenu à l'université Sorbonne. De passage en Guadeloupe, nous avons profité de l'occasion pour pouvoir faire avec elle un petit tour. Peut-être pas complet parce qu'il y a encore plein de choses à dire, mais au moins sur des sujets qu'elle connaît. Alors, justement, Sandrine, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va revenir un petit peu sur les engagés, mais cette fois-ci, la place des engagés dans la Caraïbe et de leurs descendants en Inde. Oui, alors c'est une bonne question parce que je me suis rendue en Inde à plusieurs reprises et notamment au cours des 3 dernières années, je me suis rendue aussi à Pondichéry et à Karikal, donc les anciens comptoirs indiens. Et ça a été l'occasion de voir à quel point l'engagisme, en particulier dans la Caraïbe francophone, est une histoire très peu connue en fait de ces anciens comptoirs français. Généralement qui sont plus familiers, donc les populations locales seront plus familiers des échanges qui ont eu lieu vers des territoires plus proches ou des territoires anglophones. Donc c'est notamment le cas pour les territoires anglophones de l'île Maurice, mais aussi de la Réunion qui est plus proche géographiquement et historiquement il y a des liens plus anciens. Donc pour l'instant il y a encore une mémoire de l'engagisme qui est très axée sur l'océan Indien et un peu aussi sur les territoires anglophones, sachant que plusieurs régions du monde ont accueilli des engagés, dont l'Afrique du Sud bien sûr, mais aussi les Fidji, pour ne citer que ces exemples-là. Donc encore une valorisation à faire, à construire de cet héritage pour les Antilles françaises. Ça veut dire que du point de vue de l'engagisme et de la France, il y a un manque de visibilité encore aujourd'hui? Alors, il y a un travail à faire au niveau de la valorisation, je pense, en Hexagone. Ce qui m'a interpellée, c'est assez récemment de découvrir en fait que la place, en particulier à travers la personnalité symbolique et si importante de l'histoire des engagés indiens des Antilles, qui est Henri Sinan Barhom. Donc, c'est cette magistrat de Capesterre-Belle-Eau qui a œuvré à travers un procès de 19 longues années pour que les engagés, leurs descendants, aient des droits de citoyenneté française et puissent voter. Donc c'est une figure assez emblématique qui maintenant commence à apparaître un petit peu aussi à travers des commémorations en Hexagone. Je pense notamment alors à des événements qui sont organisés dans des dernièrement un lycée public par exemple qui commémore en fait son histoire. Mais aussi plus récemment j'ai découvert lors de l'exposition qui avait lieu au Panthéon Oser la liberté, donc pour les figures de la lutte anti-esclavagiste. Il y avait un petit documentaire, un petit film qui incluait un diaporama d'Henri Sinan Barhom aux côtés de personnages qui sont associés à la lutte anti-esclavagiste. Et ça, c'était assez intéressant puisque ça montrait qu'il y avait quand même une coprésence en fait de l'engagisme et de l'esclavage dans cette exposition du Panthéon. Et puis, autre aussi événement intéressant, le 10 mai 2024, dans la commune dans une commune de l'Essonne, une petite commune, il va y avoir la mise en place sur les colonnes de la liberté de la place Toussaint-Louverture, donc à Sainte-Geneviève-des-Bois. Le maire décide d'avoir une plaque pour Henri Sinan Barhom, symboliquement le 10 mai. Donc voilà, le 10 mai 2024, en présence des petits-enfants d'Henri Sinan Barhom et d'un comité qui œuvre pour la mémoire des citoyens d'outre-mer. Et donc voilà, la présence d'Henri Sinan Barhom commence à gagner un peu de terrain en Hexagone et je pense qu'il faut commencer par là pour une valorisation qui serait aussi sur le territoire en Inde. Alors, il faut quand même dire que peut-être qu'il y a des jeunes qui ne le savent pas, qu'Henri Sinan Barhom s'est beaucoup battu au début du XXe siècle pour que les Indiens, les Indo-Guadeloupéens, les Indiens qui étaient arrivés en Guadeloupe depuis 1854, aient une nationalité. Oui, tout à fait. Donc, c'est le procès qu'on évoquait précédemment. Il y a d'ailleurs eu des publications à ce sujet, dont l'intégralité du procès politique, qui a duré 19 longues années et qui a permis effectivement que ce statut, cette reconnaissance de la citoyenneté française ait la possibilité pour les engagés, leurs descendants, de voter. Et puis, pour en revenir aussi à la personnalité de
d'Henri Sidambarom. C'est aussi, il y avait été aussi question en 2013 d'ériger une statue en son honneur ou un buste en son honneur à Carical. Et ça avait été une initiative qui avait été prise par un comité qui avait été réuni spécialement pour célébrer le 150e anniversaire de sa naissance. Malheureusement, on voit que c'est des choses, des décisions qui ont du mal à porter du fruit, à se concrétiser, puisque la statue en question ou le buste n'a pas encore été érigé à ce jour. Ça veut dire que quand vous allez à Pondichéry, Sidambarom n'est pas spécialement connu là-bas. Alors, ce qui est intéressant pour moi, c'est d'avoir rencontré des personnalités qui sont en particulier intéressées par la francophonie, la promotion de la francophonie, et qui, elles, sont familières d'Henri Sidambarom. Je pense par exemple au docteur Nalam, qui est très connu à Pondichéry, qui a été aussi l'ancien président de l'Alliance française et qui régulièrement a invité des personnalités qui faisaient des conférences, par exemple à sa clinique, sur la présence des engagés indiens et de leurs descendants donc, dans la Caraïbe francophone. Et le professeur Sangaravelou, qui est particulièrement connu pour ses ouvrages qui datent des années 70, 80, 90, et puis tout ce qu'il a publié après, qui a publié les Indiens de la Caraïbe notamment, et puis les Indiens de la Guadeloupe. C'est quelqu'un qui a fait des conférences à Pondichéry. C'est quelqu'un qui est de Pondichéry, qui a fait des conférences à Pondichéry. Il fait partie d'un petit groupe de personnalités de l'Inde du Sud en particulier, qui se sont intéressés à ces liens entre les Antilles françaises et les anciens comptoirs français. Alors, j'ai quand même envie de vous poser la question, est-ce que l'engagisme qui s'est pratiqué en Guadeloupe, en Martinique, est le même que celui qui s'est pratiqué dans la Caraïbe anglaise et peut-être même à La Réunion, à l'île Maurice? Alors, à coup sûr, il y a des similitudes, bien sûr. Il y a aussi des différences. Et là, en quelques secondes, ce serait trop difficile de brasser tout ça. Juste pour revenir sur la comparaison avec la Caraïbe anglophone, puisqu'on est tout près de Trinidad, on sait qu'il y a eu beaucoup plus d'engagés indiens, 144 000 à peu près, comparé à ce qu'on a ici sur la Guadeloupe, à peu près un peu plus de 42 700. Et puis à la Martinique, aux alentours de 25 000. Donc on a des chiffres qui sont moins importants. Ça va aussi avoir une importance sur le long terme. On a aussi des faits différents. Quand on parle de la Réunion, par exemple, l'immigration indienne, elle commence bien avant l'engagisme. Il y a déjà des personnes qui partent hors contrat d'engager, en fait, des commerçants aussi, par exemple, à la fin du XVIIIe siècle. Donc, il y a toute une histoire qui, voilà, je pense que par région, il y a des éléments de comparaison, et c'est ce que je fais aussi dans mes travaux de recherche, des comparaisons. Mais il y a aussi de grandes spécificités dans chaque zone, en fait, historique. Alors, j'ai envie de vous poser la question, puisqu'on est pratiquement à la fin de cette série d'Indiaspora. Quand vous dites que vous faites des recherches postcoloniales pour Convenu de Montréal, ça signifie quoi? Alors, je m'intéresse à la manière dont la colonisation a eu un impact sur les territoires qui étaient anciennement colonisés et sur la manière dont ça a influencé et ça a permis aussi de créer ou de générer des pratiques culturelles, enfin, tout ce qui est culturel et littéraire, artistique, pas seulement dans l'indianité, bien sûr. Une grande partie du globe était colonisée. Donc voilà, je m'intéresse vraiment à ces phénomènes qui ont été des phénomènes d'histoire souvent violente, de conquête, d'impérialisme, de domination, d'hégémonie, et à la manière dont ils ont aussi contribué à une certaine création pour productivité de culture, et à cette culture, ces éléments culturels qui ont été réprimés pendant très longtemps et que la théorie postcoloniale cherche à revaloriser, à remettre en avant, en fait. C'est pour ça qu'on parle aussi d'une forme de décolonisation, en fait, des pratiques, des cultures, des discours. Et puis, je voulais juste revenir peut-être sur la question des mémoriaux, parce qu'on en a un petit peu parlé en parlant d'Henri Sidambarom. Il y a pas mal de choses qui apparaissent à Pondichéry pour parler de la présence des Antilles et des engagés indiens. À travers les mémoriaux, il y a le mémorial de Pondichéry qui est à la base un mémorial qui montre plutôt, qui a été à l'initiative de la Réunion, mais qui montre aussi la présence
naissance de la Guadeloupe, la Martinique, voilà, leur nom figure sur cette stèle de Pondichéry. Et puis, de manière assez intéressante, ce mémorial de Pondichéry, il nous rappelle un petit peu celui qui a été érigé à Capesterre, ici en Guadeloupe, en 2016, le monument des engagés indiens avec le gopuram rouge et blanc. Et voilà, il y a des similitudes assez intéressantes. À ceci près qu'il n'y a pas de créole, en fait, sur le monument de Capesterre, alors qu'il y en a... Ça manque quand même. Il y en a en créole réunionnais, celui de Pondichéry a du créole réunionnais. Donc voilà, il y a quand même une présence sur le territoire pondichérien à travers des monuments comme celui-ci. Et puis... il y a voilà, le buste qui n'a pas été érigé à Carical. Nous, on en a à Capesterre-Bello, de ce buste ici dans Barhomme. Mais c'est vrai qu'il y a encore un long chemin à parcourir. Il y a des petits progrès. En tout cas, j'ai pu rencontrer des membres de l'Alliance française. J'ai pu rencontrer des membres des instituts là-bas qui sont intéressés par l'idée de nouer des liens avec les Antilles françaises, de revaloriser cet héritage de l'engagisme. Ça va être le dernier mot, puisque je sais que vous travaillez sur un ouvrage qui paraîtra l'année prochaine. On peut dire deux petits mots là-dessus. Oui, alors... l'ouvrage en lui-même va porter sur les Indes insulaires. L'idée, à travers le prisme de ce qu'on a conceptualisé avec des collègues, c'est un ouvrage que je coédite avec deux collègues, le professeur Anania Kabir de King's College et le docteur Luca Raimondi. C'est un ouvrage qui porte sur les Indes insulaires, qui permet de voir l'Inde dans sa diversité à travers ses diasporas, et pas simplement le sous-continent, de penser l'indianité en fait à l'échelle un peu plus planétaire, transocéanique aussi et archipélique, de voir les connexions entre les diasporas indiennes et avec le sous-continent indien. Cet ouvrage, Sandra Soukaï, on le verra un jour en Guadeloupe en version française? Alors, je ne sais pas si on le verra pour l'instant en Guadeloupe en version française, mais je tiens à signaler qu'il y a beaucoup de choses qui sont publiées en version française. Je pense notamment à la revue du CRILH Archipélique, où je publie aussi, et beaucoup de chercheurs qui travaillent sur l'indianité dans aux Antilles publient. Il y a eu des actes de colloque, d'un colloque qui s'est tenu à Mumbai, qui vont être publiés très prochainement par Archipélique. Donc, j'encourage, voilà, ce sont des sources en ligne, en accès libre. Donc, j'encourage vraiment la population locale à s'intéresser aussi à ces sources documentaires qui sont produites aussi par des chercheurs locaux. Et puis, il y a des petits journaux, voilà, comme le Trait d'Union, le journal de Pondichéry que j'ai pu consulter, qui montre que voilà, il y a un intérêt, il y a des liens qui se créent petit à petit avec des personnes qui s'intéressent, et même certains auteurs antillais ont publié pour ce journal franco-pondichérien. Donc, il y a une manière de connecter à travers les publications, à travers la recherche, nos deux territoires. Et je précise qu'il y a un certain nombre d'ouvrages aussi en Guadeloupe. Je cite cet ouvrage de Ernest Moutoussamy qui date un peu, mais qui relate bien l'aspect de l'indianité en Guadeloupe. Ça s'appelle La Guadeloupe et son indianité. C'était à l'époque aux éditions caribéennes, mais c'est un ouvrage qui devrait être republié. Il a publié récemment un de Guadeloupe toujours, Ernest Moutoussamy, qui a beaucoup fait sur l'indianité. Et puis il y a aussi ce gros livre paru il y a déjà plus d'une vingtaine d'années, La migration de l'hindouisme vers les Antilles. Aujourd'hui, on n'a pas parlé de l'hindouisme, on a choisi le sujet, mais ce sera probablement Sandrine pour une prochaine fois. Un mot de la fin. Voilà. Mais merci en tout cas pour ces émissions. Merci à tous ceux qui nous ont aidés pour la réalisation. Je pense à Joël Laurent pour le générique. Je pense aussi à Daniel qui était à la réalisation avec Malia et Stéphane. C'est grâce à tous ces gens-là qu'on a pu faire cette série qui se termine avec Sandrine, mais peut-être qu'il y aura d'autres personnes qui viendront à l'occasion dans les diasporas. Voilà, merci de votre attention. Merci. Voilà, il est déjà 13h04. On prend la pause et on se retrouve dans un instant pour la suite, c'est-à-dire les informations avec Iman News et nos prochains invités, Sylvie Rosier et Christian Laviso. À tout de suite. Voilà, il est déjà 13h10. Sylvie Rosier est déjà là. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler avec elle
De l'écoute, c'est pas du silence. Moins parler, c'est ça? Moins parler, écouter leur réflexion, je trouve. Tout à l'heure, on revient à l'actu rapidement. Rapidement ou bien normalement? Normalement. C'est pas pareil. Normalement, rapidement. Normalement, rapidement. Alors, on va parler du LCDM. Donc, il y a eu un petit blocage sur Moudong Nord. C'était une mobilisation suite à des différentes problématiques concernant des titres de propriété. Les habitants ont été mobilisés avec le soutien de ce collectif pour obtenir, après 40 ans, leur titre de propriété. On voit un reportage qui nous parle de ce blocage et de cette résolution de conflit. Nous là pour défendre droit et intérêt à tout le monde, tout le peuple Guadeloupe. Et qu'a fait plusieurs années, d'accord, Moudong a lutté pour obtenir titre de propriété à eux. Chose qui était normale quand ils obtiennent titre de propriété à eux depuis 1989. Nous sommes sortis d'Escalon. Et auquel Carrefour a fait l'argent en année depuis 1989. Et jusqu'à aujourd'hui, nous portons ni un document qui a dit que les propriétaires ont terrain. La majeure partie des terrains à incident, c'était jusqu'à aujourd'hui, comme nous obtenons un certain nombre d'habitants, c'était un conseil départemental. Nous avons mois de mai, mois de mémoire. Moi, effectivement, nous avons élevé les consciences. Moi, effectivement, nous avons fait mémoire avancée. Mais nous avons invité tout le monde, tout le peuple Guadeloupe, pas simplement rester dans la commémoration, parce que la commémoration belle, effectivement, nous pouvons commémorer. Mais là, on ne va pas arriver en bout de processus. Il part dans, surtout que depuis des siècles et des siècles, peuple nous, si domination, effectivement, à ces scélérats-là, si domination, effectivement, à l'État français. Nous choisissons la lutte. Nous choisissons la lutte parce que tous les jours, nous avons des problèmes, tous les jours, nous avons des difficultés. Et aujourd'hui, nous obtiennent, là, si 24 attributions, nous obtiennent 20 sessions à les camarades. Donc, effectivement, là, nous pouvons dire, en date à là, que ces gens-là, nous avons une décision en conseil départemental qui a cédé parcelle à eux. D'accord? Nous avons des précisions à faire après-midi là. Nous avons une réunion en visio auquel nous n'avons pas participé avec le PF, mais nous avons assurance à DGS là. D'ailleurs, moi, je féliciter professionnaliser en monde. Il ne faut pas tout le temps critiquer, ça a avancé, mais malheureusement, il faut nous être debout pour nous obtenir session à ce terrain-là et caractère 4. Voilà, ben, il a débloqué, tu as payé ça, il voulu, et il dit que calme, il dit, ouais, on va respirer. Bon, alors, on va moins parler, mieux écouter avec cette dame. Je salue l'arrivée de M. Christian Laviso, bonjour. Merci d'être là avec nous, artiste musicien, multi-instrumentiste, chef d'orchestre de la soirée artistique. Ça va faire qui temps? Eh bien, ça va être demain. Demain soir? 27, oui. Bon, on va parler de ça tout à l'heure. On part en boostez-vous avec le générique de Madame Sylvie Rosier. Bonjour. Bon, quoi si bouche, moins parler. Le sujet a un peu te perturbé particulièrement. Oui, ça me perturbe. Alors, mieux écouter l'explication, Sylvie. C'est ça. En fait, on ne se rend pas compte à quel point c'est important en entreprise de prendre le temps d'écouter chacun de nos collaborateurs. On a toujours tendance à penser qu'on écoute. On se dit, ben, tout le monde écoute. Là, tu m'écoutes. Oui. Mais souvent, quand on écoute quelqu'un parler, on est déjà en train de préparer sa réponse. On est déjà en train d'attendre le moment où nous, on va pouvoir parler aussi. Oui. Et finalement, comme on est dans sa préparation, on n'entend pas, on n'écoute pas complètement ce que la personne, notre interlocuteur, est en train de dire. Donc, il faut mieux écouter. Il faut mieux écouter pour bien prendre en compte. Mais est-ce qu'on sait écouter? Ça s'apprend. Ça s'apprend, oui. Puisque du coup, grâce à ça, ça permet de prendre le temps, enfin, ça permet d'éviter les malentendus. Puisque du coup, on comprend bien. C'est bien le cas des malentendus. Ah ben, oui, si on écoute bien, ça permet d'éviter les malentendus. Ça désamorce les tensions plus vite.
Ça permet de capter des idées qu'on n'aurait pas, qu'on aurait ratées autrement, puisqu'on est dans sa réflexion. Et surtout, ça renforce la confiance, puisque la personne en face, elle voit et elle se sent écoutée. Elle se sent importante et elle sent que ses idées comptent. Donc, du coup, comme elle se sent bien, forcément, dans l'équipe, ça va beaucoup mieux. Donc, l'écoute, c'est un réflexe puissant. C'est un réflexe puissant et c'est quelque chose à travailler, parce que faut l'admettre, c'est pas forcément évident. Et je dis tout le temps, on écoute avec tout son corps. On écoute avec ses yeux, on écoute avec sa posture, bien sûr. En fait, quand quelqu'un s'adresse à nous, faut être comme ça, on ne se rend pas compte des fois, mais on a peut-être encore notre téléphone en main, on est en train de swiper sur les réseaux, et on dit « je t'entends, je t'écoute pas oui. ». Donc, quand la personne s'adresse à nous, on pose notre téléphone, on regarde notre interlocuteur. On enlève les écouteurs aussi. On enlève les écouteurs aussi. Oui. Et on écoute son interlocuteur. Et on dit à la personne « écoutez ». On écoute complètement, c'est ça. Mais oui, étonne pour comprendre. C'est ça la fin. Étonne pour comprendre. Ah, voilà. Bon, voilà. Et donc, ça marche concrètement comment, finalement, dans une entreprise? 3 outils pour l'écoute active. 3 clés. Il y a 3 clés aujourd'hui. 3 clés? Je te dis que j'adore le chiffre 3, donc je ne vais pas en mettre 4-5. Peut-être un jour, histoire de te déstabiliser ce jour-là. Mais oui, je sais. Première chose, on reformule pour valider qu'on a bien compris ce que l'interlocuteur nous a dit. Donc, on commence sa réponse en demandant à la personne, donc si je comprends bien, 3 points de suspension, tu proposes telle chose, tu as exprimé tel désir, etc. Et donc, comme ça permet de se mettre sur le même niveau de compréhension. Au cas où, quand on a dit « si je comprends bien » et qu'on dit « voilà ce que moi j'ai compris de ce que tu as dit », si c'est pas ça, la personne elle pourra dire « non, c'est pas ce que je voulais dire ». Et elle va s'expliquer autrement. Et là, on est sûr de partir sur la bonne base pour répondre à ses questions ou à ce qu'elle propose. Deuxième chose, on laisse des blancs. On a peur du silence, souvent. Mais ce temps de silence est important et ça permet même à la personne qui est en train de parler de pouvoir argumenter davantage ce qu'elle est en train de dire. Donc, c'est important de laisser des blancs dans une conversation. Et puis, écouter avec tout son corps. Comme je disais tout à l'heure, on écoute avec ses yeux, avec la posture. On montre à la personne qu'on est 100% disponible pour elle et qu'on est avec elle. Donc, voilà. Les 3 astuces importantes. Alors, cette écoute, elle change quoi dans une équipe? Ça réduit les tensions latentes. Ça permet d'améliorer les prises de décision, puisqu'on est OK sur tous les aspects de l'échange qu'on a eu. Ça augmente l'engagement de chacun, parce que une personne qui se sent écoutée, comprise, est bien plus engagée et bien dans l'équipe. Et du coup, ça devient un vrai espace d'intelligence collective parce qu'on est vraiment dans l'échange ensemble au sein de l'équipe. Et surtout, chaque personne se sent valorisée. Elles ont l'impression que ce qu'elles disent compte vraiment et que c'est important pour tout le monde. D'accord. Et donc, s'il fallait tester quelque chose cette semaine, vraiment, c'est de prendre le temps d'écouter vraiment et de moins parler. Et pour pouvoir bien prendre le temps avec nos interlocuteurs, avec nos collaborateurs pendant la semaine. Est-ce que j'ai bien écouté là? Très bien. Bon. Très, très bien. D'accord. Mais alors, juste un petit point quand même. Et les gens qui parlent trop, qu'est-ce qu'on fait? Les gens qui parlent trop. Blablabla. Tu sais, au bout d'un moment, quand tu gardes le silence, il s'arrête. Hein, parce qu'au bout d'un moment, le silence, quand il devient un peu long, ça devient gênant. Et donc, elle va te regarder. Elle va te demander, mais ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'écoutes plus? Ou enfin, il y aura toujours une question qui fait qu'il va s'arrêter. Et là, tu pourras sauter sur cette occasion, si je peux dire ça comme ça, pour toi prendre la parole, répondre. Donc, il faut laisser un grand blanc. Toi qui n'as pas fini de s'exprimer, on l'écoute. D'accord. Merci, Madame Rosier. Donc, on va écouter pour étendre pour comprendre. C'est ça. Voilà, c'est dit. 13h19, on reçoit, je l'ai dit, un artiste musicien, multi-instrumentiste qu'on connaît bien et qu'on est toujours content de recevoir, M. Christian Lavizo. Bien bonjour. Bien bonjour. Bon. Alors, demain, qui j'en sais qu'à fait? Qu'est-ce qui va se passer demain au MAC? Ou fort en famille, ou pas au MAC? Bon. Bon, pour commencer, en Vénicident, pour vous. Ah, pour moi? On va dire même sorti là, parce que nous sommes là, nous sommes en train de travailler. Ouais. Nous sommes en répétition, là, ça tient un genre. Et donc, c'est méta, le bitin là, dit, studio là, dit, mais pognon,
Canal 10, ou pas Nyon. Donc, on va arrêter. D'accord. Bon, on va penser que demain, ça qui est bon, on va penser. Ouais. Parce que tous ces musiciens-là au point, et ils ont un véritable plaisir. Et justement, ils ont été qu'à écouter l'autre. Justement, ça, madame la là, c'est exactement ça. Si on coin, on va faire biter, on peut écouter ça et passer, on peut avoir une bonne réponse là. Surtout là, on fait musique de communication, musique d'improvisation et tout ça. On peut rester en coin. Et il parlait de tout ça, on posait un peu de questions, mais la posture, là, ils ont déposé tout ça, mais la posture aussi, parce qu'on peut répondre avec au regard, surtout en Guadeloupe, nous, au niveau des expressions, en fonction de garder là, mounaka garder là. Et où chaque comprend, il faut arrêter. Si on ne peut pas arrêter au monde, souvent. Ou alors, si vous voulez un bas pété, vous pouvez garder un genre aussi. Oui, oui. Donc, tout ça qu'a maillé. Mais demain, nous, on ne veut pas dire trop bitin pour nous pas trop de problèmes. Parce que d'années qu'on connaît, nous gens combattent. Oui. En pays, nous, c'est un genre difficile. Des fois, il n'y a pas ni temps coûté. Oui. Et au cas où, on a un très bon pianiste. Peut-être qu'il y a un des meilleurs que nous ni actuellement, c'est Jonathan Jouillon. Ouais. Ah oui, oui, Ouais, ah oui. Qui est venu. Donc, si on ne pas bien compter, il peut rentrer en bas vers parce que ni un tel qui a joué, ni les amis en moins, ni. Tu vois, coûter l'important. Ouais. Donc, et dans ce qu'on a fait là, depuis jeune, il fréquentait ça, il fréquentait moins. Donc, ça a fait qu'il y a machin. Nous, on deuxième musicien, c'est Marc Pandolf. Oui. Enfin, musicien qu'on est lui, mais le monde, enfin, le public, le grand public, pas guère connaître lui. Parce que c'est un petit bon temps en Europe. Et là, il était jeune, c'est beau. On était obligé vraiment, moi, te dit, maman, laissez jouer. Parce que c'est extrêmement doué. C'est son beau qui est extrêmement doué. Et de l'autre côté, nous connaissons Samuel Laviso. Ouais, c'est un petit qu'on reconnaît. Son Laviso. À la batterie. Moins avisé de Laviso. Ouais, à la batterie. Ouais. Bon, son musicien qui a tourné dans le monde, machin, mais il fait biter. Juste il y a en Guadeloupe. Hein? Ouais, il fait classe à incident. Et il refait, on te fait un groupe pour ces jeunes-là. Quand quoi, il était dedans. Et bon, ça a continué, hein, qui a continué le travail, parce qu'il faut travailler. Dès qu'on va travailler, c'est au fini. Si vous croyez au fort, au fini. Ouais. OK? Donc, nous Kenny, on a invité un frère, parce que nous participons l'idée le 27 mai. Dans la manifestation, là, c'est fort en famille. On va savoir pourquoi derrière, mais c'est comme ça qu'on va crier. Ouais. Mais moi, à partir, c'est l'idée, donc, on a invité David Murray. Ah ouais, quand même. Ouais. C'est bon boucan. Au saxophone. Longtemps, on a travaillé ensemble. Longtemps. Ouais. Bon, avant 2000, quoi. Avant... En question Capuzio, ouais. David Murray, bon, pour mon peut-être pas ça, sont américains. On afro-américain. Qui Jean-Michel senti musique en nous? Mais quand on dit, quand il dit qu'a fait nous, il dit qu'a dit nous tout à l'heure là, en fond, un morceau, il dit, moi qui nous a un morceau là? Non, ben, il nous a un morceau là, il dit, moi, bon, et ils font un petit poème. D'accord. Donc, nous, la traversée, nous fait ensemble. C'est même traversée là, nous fait. Ouais. Donc, ils attendent. Ouais. Ça, là, ils sortent, quelle que soit la tribu là, au pays africain là, qui est descendant à pays là, ça, ils attendent. En plus, sont musiciens. C'est musiciens qui ont ancré dans blues, qui suivent jusqu'à free jazz. Ouais. Donc, c'est un militant. Wow. Donc, là, ça, c'est la folie. C'est fou qui a vu fou. Non, mais c'est ça qui est important parce que nous, le Guadeloupe qui pas même rendu compte des valeurs à ça. Non, mais c'est normal. Ouais. Laisse-moi te dire quelque chose. Je vais dire ça en français pour qu'un plus grand nombre puisse comprendre. Ouais. La chose qu'il y a, c'est qu'il y a la musique. C'est vrai qu'il y a des vibrations. On écoute avec son corps, la musique aussi, tout ça. Il y a la musique. Mais il y a quelque chose qu'on appelle la colonisation. Ouais. Quand on te dit, on bitait depuis tout petit,
pas écouter ça, pas attendre ça, c'est ta diable, c'est ta cela, on va faire mieux. Et on pas même rendre vous compte. Là, on ne peut pas écouter. Voilà, nous avons revu dans les sujets, madame, là, ça nous oblige à faire un travail avec. Non, mais on ne peut pas écouter. À partir du moment qu'on ne peut pas écouter, on ne peut pas ressentir ça, l'autre là, sans monde qui a venu avec pont l'idéalité, qui a venu avec pont a priori, pont en bitin, il a tourné toute l'air depuis la nuit des temps. Il peut recevoir ça naturellement. Et il peut garder qu'il a véritablement. Donc, il peut écouter aussi. Il pas dans même démarche là qui vous, qui c'est mon pays là, qui nie, il tenait des rhétoriques par rapport à ça. Ça dirait pendant longtemps. Tout à l'heure, l'entendre madame l'a dit off pendant des siècles, il t'a dit ça là. Mais finalement, on va compléter chronique, hein? Ouais. non, mais ça ça belle, ça dit là, parce que c'est ça qui empêche nous comprendre certains habitants. Là, en sûr que les faits qu'on a parlé des habitants, il y a un autre qui dit comme c'est qu'a dit là, que venez voir une autre façon d'écouter. Peut dire on la vision, non mais on dit mon habitant là encore. Non, qui écouter. Et donc, ça qui a fait que, effectivement, quand on est des frères qui dans la Caraïbe ou qui dans le monde, comprenez? Bon, quand attendre ça vient en notre bitin, la curiosité. Après, ça, ni des monde, chaque monde là, ni des niveaux. Et qui attend, et qui dit, waouh, ça y a un bitin là. Après, ça, et qui vrai par rapport à mon qui a joué là, qui a fait là, etc. Et après, libre. Hein? À qui est? On va penser c'est 20 heures. On va penser. Parce que nous pouvons ni les, mais nous travaillons toujours. Ou arrêter l'entraînement. Un point de vue vrai. Et ça fait. Ou quoi vrai, là, ou quand il bon l'esprit, bon l'idée, ou quand tomber, c'est bon bitin. Absolument. Bon, le rendez-vous l'a pris demain. Et c'est demain, on sait que c'est 27 mai. C'est 27 mai. Ça donc l'eau fausse 27 mai. Moi, Adam. Ouais, et les ancêtres là. Ils payent qu'il là. Ils ont laissé là. Bon. En cas de ça. Bon, ben nous prenons mot et nous prenons rendez-vous en côté. Oui. Bon, il m'a aussi écouté. Bien. 13h27, il m'a un dernier titre avant la pause. Je pense que Jordan préférait qu'on fasse la pause publicitaire. Il préfère qu'on fasse la pause, Jordan. On fait la pause, Jordan. Ben, on va écouter Jordan. On prend la pause. On remercie M. Laviso. Le rendez-vous est pris demain dans le fort en famille à partir de 20h. Quel bon son. On sait ça. On sait. Voilà, nos deux derniers invités sont arrivés. Madame Assia, bonjour. Bonjour. On parlera tout à l'heure avec elle. Et Frédéric Rijan, The historien de Guadeloupe, invité d'honneur du RIE. On va en parler tout à l'heure. On revient rapidement à l'actu. Oui, on va parler de l'atelier plantation qui s'est déroulé sur Douville-Sainte-Anne, donc dans le cadre d'actions de sensibilisation au développement durable. La CARL invitait donc les différents habitants, que ce soit Saint-François, Gosier et Sainte-Anne, à participer à des ateliers gratuits de plantation d'arbres en pot. Et sur Sainte-Anne, le rendez-vous était pris sur Douville pour permettre justement de contribuer à la préservation de notre territoire et de la biodiversité. Maxime Morel était parmi eux. On voit ce reportage. L'atelier de ce matin a été très intéressant. Ça montrait un peu comment planter en pot différents arbres fruitiers. Et donc, c'est vrai, M. Joseph a fait le tour un petit peu, a montré les plantes particulières, les plantes qu'on ne trouve pas. Donc, il a
montrer ça en fait à la population. On est revenu aussi sur les différents insectes. Donc les gens ont pu poser leurs questions sur les difficultés qu'ils rencontraient à planter. La plantation en pot, il ne suffit pas simplement de prendre un arbre et mettre de la terre et planter. Il y a vraiment une technique pour pouvoir permettre aux gens d'avoir des arbres fruitiers avec une longévité dans le temps. Donc à partir de cet instant-là, il y a vraiment une technique à mettre en place. Et donc la technique va passer par le volume des pots, par le type de substrat qu'on va mettre pour chaque type d'arbre et l'arrosage qui est vraiment très important également. Nous avons quand même pas mal de ravageurs quand même dans nos jardins. Je parle par exemple des fourmis manioc, les fourmis aussi qui posent aussi des petits soucis. On a aussi les hannetons. La fameuse punaise noire. Donc effectivement, on a quelques insectes comme ça qu'il faut connaître et comment les combattre. Un atelier assez intéressant, assez riche, où ce qu'il y a d'original là-dedans, c'est que M. Joseph dit clairement que lui, il est un autodidacte. Il ne savait pas, ce n'est pas un grand scientifique. Donc en fait, c'est pour montrer que c'est quelque chose qui est à la portée de tous. Oui, donc à la portée de tous, cette action éducative permet vraiment de sensibiliser les jeunes comme les moins jeunes. Il était aussi question de famille et maintenant sur Saint-Claude, donc une journée organisée par la municipalité qui permettait de partager différentes valeurs fondamentales et unir les générations. On voit un reportage d'Olivier Félix qui nous parle de cet événement. Une tradition à Saint-Claude depuis 19 ans que nous le faisons. Donc c'est une tradition pour nous. Nous ne fêtons pas la fête des mères, mais nous fêtons la famille. Et c'est tout. L'objectif chez nous, c'est de pouvoir réunir les familles, toutes les composantes de la famille. Et c'est ça l'orientation que nous nous sommes donnée depuis déjà de très nombreuses années. Aujourd'hui, on a eu cette famille, cette famille avec des particularités, chacune avec ses différences, avec ses moments de bonheur aussi, et ses moments aussi de difficultés traversées. Et pour nous, c'est une belle édition qu'on retient avec une maman de 95 ans, avec 34 petits-enfants, je crois, et 34 arrière-petits-enfants. Je crois que quand bien même actuellement, on se dit que la famille est en difficulté dans notre pays, il y a de jolis témoignages qui nous laissent espérer. Je remercie mes enfants, ma famille, monsieur le député, madame le maire, Ahmed Jacobi. Eh bien, on s'est embêté, en pas du tout. Parce qu'on toujours venu participer à ça, mais moi, j'ai l'idée un jour que c'était un jour en moi. Alors, ça fait un plaisir, vraiment. Voilà, on va quitter Saint-Claude et on part directement à Vieux-Habitants. Pourquoi? Parce que Frédéric Régent est l'invité d'honneur de la commune de Vieux-Habitants. Pourquoi Vieux-Habitants, en fait? Déjà, je suis originaire de Vieux-Habitants. Ah, d'accord. Voilà, toute ma famille. Mon père est né à Vieux-Habitants, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. Et j'ai même remonté dans mon ascendance, parce que je descends à la fois de colons et d'esclaves. Et du côté des colons, j'en ai déjà qui sont là en 1664. Oui. Alors les esclaves, je sais pas parce que malheureusement leurs arbres généalogiques, c'est même avec le CM98, on n'arrive pas à trouver ça. J'ai réussi à remonter jusqu'à 1806. Ouais. Voilà, j'ai même trouvé la première esclave qui a porté Régent. J'ai même le nom de ses maîtres. Alors d'ailleurs, ce qui est un peu paradoxal, c'est que ses maîtres son neveu, le neveu du propriétaire de mon ancêtre, est également mon ancêtre. Voilà. Ah d'accord. Ah oui, je comprends. Je comprends très bien. D'accord. Bon, alors donc il y a déjà eu arrivé depuis hier. Ce soir, il y a un dévoilement d'une plaque du bureau d'information touristique, mais surtout à la place Marron de la Liberté, il y a une animation, beaucoup de choses qui sont prévues pour. Oui, donc. Régent, c'est waouh quoi, c'est. Non, pas du tout. Non, c'est un nom qui a été donné comme ça.
savez, il y a des gens qui s'appellent en Guadeloupe Spartacus, Gracchus, c'est des noms qui ont été donnés par les officiers d'état civil de l'époque. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils devaient créer 200 noms de famille par jour. Et imaginez, vous devez nommer 200 familles chaque jour. On donnait des noms comme ça. Ah oui, mais c'est complètement comme ça. Il y en a qui utilisent la carte. Et il y a certains, ils sont originaires de Normandie. Il n'y a que des patelins de Normandie. Non. C'est vraiment par association d'idées. Des fois, les noms sont construits sur l'anagramme du prénom. Par exemple, Édouard, on donne Douared. Augustin, Nistugo. Enfin, Niwelep donne Pèlerin. Exactement. Alors, on m'a dit, quelqu'un de Baïf m'a dit un jour que gérant et régent, c'est pareil. Alors, non. Non, c'est pas sûr, non. Sûr. C'est oui, sûr. C'est deux souches différentes. Hein. Alors, pour preuve, hein, la première apportée régent qui s'appelait Zoflora, elle est née à Cousinière. Et le premier apporté gérant qui s'appelle Adrien, il est né de parents inconnus en Afrique. Donc voilà. Mais ce qu'il y a de vrai, c'est qu'il y a beaucoup de régents qui ont épousé des gérants. Mais oui, justement, ce qui est le cas. C'est bien pour ça que je te le dis. Hein. Voilà, c'est le cas de mes grands-parents. Oui. C'est Monsieur Régent qui a épousé la demoiselle Gérant. Voilà. Bon, alors, présent pratiquement de dimanche jusqu'à mercredi finalement. Oui, voilà, oui, c'est ça. Il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on est dans une période où aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de Joseph Ignace à Bainbridge. Demain, c'est l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe, proclamé le 27 mai. Et le 28 mai, c'est l'anniversaire de la mort de Delgrès. C'est vrai que cette fin de mois de mai est quelque chose qui, sur le plan des dates commémoratives, est très intense, quoi. Alors, je pose la question toujours à tous les historiens. On fait beaucoup pour 1802, on a l'impression qu'on oublie un peu 67. C'est vrai. Oui, non, mais... Mais c'est dû à quoi? C'est le trauma ou bien c'est parce que c'est trop proche? Oui, je pense qu'il y a effectivement cette proximité. Et puis, il y a eu quand même, je pense, une chape de plomb après mai 67, quoi. Moi, je connais quelqu'un dont le père est mort, il n'a jamais su. Il y a eu un régent arrêté en 67. Hein. Oui, sans doute. À Bastéo. Donc, non, oui. Effectivement. Alors, il y a eu une commission qui s'est réunie, mais bon, ça reste toujours effectivement un point traumatique de l'histoire de Guadeloupe. Et il y a il y a encore des gens qui sont, il y a des enfants qui sont vivants et qui n'en parlent pas. Des gens qui n'en parlent pas. Alors, autre chose. Mais c'est pas ma spécialité historique. Non, je m'arrête à 1848. 1848, c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà beaucoup. Alors, j'imagine que on disait ça tout à l'heure en off. Il y a déjà quelque chose en route. Oui, voilà. Je prépare un livre en ce moment sur la relation entre Toussaint Louverture et Napoléon Bonaparte, l'analyse aussi de trajectoires qui sont un peu parallèles. Quand tu dis la relation, parce qu'ils avaient vraiment une relation. Ils s'écrivent des lettres. Oui. Ils s'écrivent des lettres. Oui. Et d'ailleurs, il y a même une lettre de Bonaparte, et c'est assez rare de sa part, où il écrit à Toussaint Louverture « Je vous embrasse affectueusement ». Enfin, bon. Oui, c'est peut-être le baiser de Judas, mais... Oui, comme l'impression. Enfin, c'est avant qu'il y ait la rupture entre les deux. C'est-à-dire que ce qui va provoquer l'expédition de Leclerc, c'est deux choses. C'est la constitution autonomiste. C'est aussi le fait qu'il envahisse la partie espagnole. Et ceci facilité par le fait que les Britanniques sont plus en guerre avec les Français. Donc, et à la même époque, en Guadeloupe, qu'est-ce qui se passe? C'est 1802. C'est 1802, préfigure 1804, en fait, c'est ça? Alors, dans la chronologie, si on reprend 1802, l'expédition Leclerc arrive en février 1802 à Saint-Domingue. À Saint-Domingue, oui. Le 6 mai, donc après des combats, le 6 mai, Toussaint Louverture se soumet. Et en échange de sa soumission, on lui dit qu'il peut jouir de ses 19 plantations. Oui, 19 plantations. Plus d'1 millier d'hectares de terre. Et le 6 juin, il est capturé. Et pendant ce temps-là, le 6 mai 1802, Richepens arrive à Pointe-à-Pitre. Puis Ignace, Delgrès se révolte et la résistance est abattue les 26 et 28 mai 1802. Donc voilà un peu la chronologie des événements.
Alors, tout ça sera à l'ordre du jour, tous ces jours-ci, peut-être le jour du dépôt de la GER. Enfin, il y a une conférence de... Oui, il y a une conférence aujourd'hui, 26 mai, vers 18h, place Teddy Riner. Oui. Et puis, demain, je crois que je fais quelque chose au niveau du relais interentreprise. Et puis, je serai aussi à Matouba le 28 mai. Voilà. Bon, on y est grand pas vous fait même. Oui, non, mais c'est toujours... franchement, je fais en sorte de toujours être là en Guadeloupe au moment du 27 mai. Voilà. Bon. Et ce que je constate, c'est qu'il y a de plus en plus de manifestations. Il y en a beaucoup. Voilà, chaque commune veut faire quelque chose, et ça, c'est vraiment... c'est vraiment bien. Il y a besoin de les habitants, ils ont commencé au mois de mai, au mois d'histoire depuis le début du mois. Depuis le début, ils ont plein de choses. Et moi, j'étais surpris quand le maire m'a dit que Frédéric Régent est historien invité de notre. Mais comment ça? Je savais pas que... Bon. Voilà. Okay. Alors, donc, ce soir, mardi 27, rendez-vous départ du relais, dépôt de gerbe, et puis mercredi, rencontre avec Michel Mado. Il y a une interview et une visite à Saint-Claude. Bon, mon cher ami, bon parcours. Bah oui. Kembe Palagué. Merci. On passe à autre chose tout de suite, Iman. Oui, on va parler de mission de vie et est-ce qu'on a l'impression parfois que quelque chose manque à notre vie? Donc, avec Assia Sarah, on voit le générique et on en parle tout de suite. Bienvenue sur la chronique Mission Régénérescence. Mission Régénérescence intervient auprès des familles, auprès des seniors, auprès de la jeunesse et en intergénérationnel. Elle promouvoit la santé, la vitalité, au niveau physique, au niveau mental et au niveau émotionnel. Alors, bonjour Assia Sarah. Donc, tu vas nous parler de quelque chose de bien spécifique aujourd'hui. Pourquoi a-t-on l'impression parfois qu'il manque quelque chose à sa vie? La thématique est particulière. Oui, j'aime beaucoup le parfois. Parce qu'en réalité, pourquoi a-t-on très souvent le sentiment d'insatisfaction dans nos vies? Tu vois, à travers ce qu'on va créer dans nos vies, que ça peut être tous nos succès qui peuvent arriver venant de ce qu'on va mettre en place, très souvent à la fin, il y a un sentiment d'insatisfaction. Donc tu préfères très souvent que parfois? Yes, parce que c'est une évidence. C'est une évidence, en fait. Il y a la phrase qui dit « l'humain est insatisfait ». Tu vois, donc on est toujours insatisfait quoi qu'on fasse. Qu'est-ce qui se passe quand tu arrives à une prouesse, tu arrives à un succès, tu as créé quelque chose dans ta vie, tu cherches quoi? À passer à la suivante ou pas? Donc très souvent en fait tu vas créer quelque chose et puis tu vas te dire ok ça c'est fait, j'ai construit ma maison, maintenant qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui, je vais partir en voyage, et quand je vais partir en voyage là je me sentirai bien parce que finalement quand j'ai construit ma maison j'étais bien, mais il y a encore des trucs à gérer, il y a encore des soucis à faire. Alors comment tu l'expliques toi cette insatisfaction du coup? Alors cette insatisfaction vient du fait que c'est comme si justement tu étais dans cette création de maison et tu crées tes étages de ta maison mais qu'il n'y a pas de fondation. Tu vois, quand on parle de mission de vie, pour moi, il y en a deux, il n'y en a pas qu'une. Et il y a cette mission de vie qu'on va appeler mission de vie intérieure et cette mission de vie extérieure à travers ce que nous créons dans notre vie. C'est pas la même? Ah non, c'est pas la même. Et en fait, elle est très peu connue et moi, je pense vraiment que c'est hyper important de prendre conscience de ça. C'est que cette mission de vie intérieure, qu'on peut appeler aussi cette raison d'être, tu vois, mission de vie, raison d'être, eh bien, elle est fondamentale. Parce que si tu en prends pas conscience, eh bien, justement, c'est ce que je te disais, tu construis les étages de la maison et les fondations, il n'y a rien. Tu vois, il n'y a rien qui est... En fait, il n'y a pas de racine. Et c'est pour ça que tu rentres dans cette insatisfaction perpétuellement. D'accord, donc d'où l'importance de connaître sa mission de vie. Mais qu'est-ce que c'est? Voilà, de connaître sa mission de vie, c'est une chose, mais de prendre conscience qu'il y en a deux. Alors, la mission de vie intérieure, la raison d'être intérieure, c'est quoi? C'est de faire tout à partir de soi. C'est se reconnecter à soi. C'est de prendre le temps d'être à son écoute, à rentrer dans son intérieur. Pour justement être dans cette racine de création et que quand tu crées à partir de toi, tu as cette racine et là tu as la satisfaction. Je te dirais même qu'il y a plein de gens qui disent mais moi je sais pas ma mission de vie, je sais pas comment l'atteindre. C'est un peu culpabilisant du coup là. C'est un peu culpabilisant, c'est un peu si tu n'as pas ta mission de vie, insatisfaisant.
C'est-à-dire que tu tournes un peu en rond. Et réellement, quand tu fais ça à partir de toi, c'est-à-dire que quand tu prends du temps pour toi, te reconnecter à toi, tu peux pas te tromper à travers ce que tu vas créer. Tu vois la différence? Oui, je comprends. En fait, il est impossible de te créer, de te tromper quand tu crées à partir de toi. Oui, c'est pour ça que la distinction... bon, moi, je ne l'aperçois pas forcément parce que tout part de l'intérieur et après, tu le matérialises, en fait. Mais comment concrètement on peut transformer son monde intérieur, selon toi? Yes. Comment on peut transformer son monde intérieur ou alors comment on peut faire pour rentrer à l'intérieur de soi? Déjà, la première chose, c'est le silence. Il faut qu'on puisse se retrouver dans une situation de silence. Alors, il y a plusieurs pratiques qui peuvent s'offrir à nous. Il y a la respiration, bien entendu. En tant que sophrologue, moi, je vais la mettre en avant parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que rapidement, on peut rentrer à l'intérieur de soi. Rapidement, on peut retrouver la paix, tu vois, à travers des techniques de respiration. Donc, ça permet de s'écouter. On fait le lien avec Sylvie qui a parlé de silence tout à l'heure. Oui, et c'est exactement ça. On écoute en fait notre intérieur et du coup, quand on crée à partir d'une clairvoyance, à partir réellement de notre moi profond, nos envies profondes. Et du coup, on est dans cette mission d'âme, cette mission de vie, tu vois. Donc la respiration, la méditation, tout ce qui est technique de libération émotionnelle, c'est pareil en fait. L'idée d'aller pouvoir rentrer à l'intérieur de soi, de libérer nos émotions, c'est vraiment très important parce que c'est grâce à ça qu'on a cette clarté ensuite dans ce qu'on crée. Donc libérer nos émotions, respirer, méditer. Il peut y avoir toutes les techniques. Moi, ce que je fais, c'est l'EFT, technique de libération émotionnelle, le yoga, toutes les techniques qui te ramènent à toi, qui te reconnectent à toi et qui te fait surtout ralentir le rythme. Tu vois? Donc ça veut dire que le corps est vraiment au centre de cette transformation. Parce que c'est à partir du corps que tout se fait. Et c'est là, en fait, si tu veux, où dans ta vie, tu te retrouves très souvent perdu, ou alors tu te sens vide, alors qu'il y a plein de choses qui s'offrent à toi. Tu peux avoir tellement d'argent, tu peux avoir créé tellement de choses, mais malgré tout, moi, j'accompagne des personnes qui me disent, mais je me sens vide, j'ai pas l'envie d'avoir envie, et pourtant, j'ai tout dans ma vie, tu vois. Et là, c'est effectivement cette occasion de pouvoir aller retrouver cette racine intérieure. Il y a vraiment une différence à faire entre le plaisir et la joie. Tu vois, on va se créer du plaisir en faisant plein de choses dans nos vies, en créant plein de choses, en partant en voyage, sauf que ce plaisir, il sera éphémère. Et c'est là où on parle d'insatisfaction. Alors que si tu fais à partir de ta joie, là, tu peux le faire qu'à partir de ton intérieur. La joie est toujours intérieure. Comment? En se reconnectant à son corps. Et donc, si on n'y arrive pas, comment on fait? On vient te voir. Yes, on vient au centre Régénérescence. Donc le centre Régénérescence qu'on connaît, qui se trouve à Perrin, à Morne-à-l'Eau, limite les Abîmes, et qui est vraiment un centre dédié à quoi? À la libération émotionnelle, à la gestion des émotions, à toutes les personnes qui se sentent justement en perdition, qui voudraient retrouver un sens à leur vie, toutes les personnes qui se sentent stressées, angoissées, en perte de sommeil. Et puis, tu sais, très souvent, quand on est dans cette insatisfaction-là, on continue à aller chercher à l'extérieur. Donc, on se retrouve à manger pour compenser, on se retrouve à tomber dans les addictions. Et en fait, le centre Régénérescence, c'est une opportunité pour justement retrouver un équilibre alimentaire, un équilibre de vie, et puis une paix intérieure, et puis vraiment un équilibre corps-esprit. Donc voilà, donc le centre est ouvert pour tous, vraiment on accueille les enfants qui sont stressés, anxieux ou qui ont des problèmes de sommeil ou de poids, les adultes jusqu'aux seniors. Et ici on fait un événement, particulièrement jeudi matin, c'est une matinée bien-être où ça permet de découvrir la sophrologie et il y a aussi la danse libératrice. Donc, on a rendez-vous à partir de quelle heure? Alors, la danse libératrice, donc c'est de 10 à 11 jeudi et la sophrologie de 11 à 12. Ça va être vraiment une opportunité pendant ces 2 heures de prendre vraiment du temps pour soi, en cette période de férié, et de se reconnecter à son corps et retrouver la paix. Un numéro de téléphone si on veut réserver, j'imagine que 06 90 28 57 18. 90 28 57 18. Et pour les personnes qui souhaitent être accompagnées en individuel, bien évidemment, le centre Régénérescence vous accompagnera aussi. Merci beaucoup, Assia.
Avec Je reviens plaisir. rapidement vers l'historien pour lui poser une toute petite question qui fait débat depuis quelques jours. L'abolition du code noir. C'est quoi cette histoire? Oui, alors c'est vrai que j'étais un peu surpris par cette demande, parce que bon, l'esclavage est aboli le 27 avril 1848, par conséquent, toutes les lois inhérentes à l'esclavage sont abolies. Donc je suis un peu... Enfin, bon, c'est un coup de com', quoi, ça. Je ça pense a une que utilité. Comment ça a une utilité vraiment aujourd'hui d'abolir? Non, enfin je vois pas quelle est l'utilité, à moins qu'on considère qu'on soit encore esclave. Ceci dit, il y en a qui le disent. Hein. Donc si ça peut les aider... Non, et puis en plus, déjà, le Code noir, c'est un recueil de lois. C'est pas seulement une loi, c'est un recueil de lois. Donc, il faut peut-être aussi regarder toutes les lois de l'esclavage. Alors, si on veut aller jusqu'au bout de la logique, toutes les lois de l'esclavage ont été compilées dans Loi et Constitution de Saint-Domingue, notamment pour Saint-Domingue, il y a aussi pour la Guadeloupe. C'est 6 volumes de 1000 pages. Donc, je pense qu'il y a des choses plus importantes, à mon sens, sur ces questions. Alors, une avancée, c'est le mémorial du Trocadéro, qui a été annoncé, donc qui va se faire. Là, voilà, le financement. Ça, c'est fait. Il y a un architecte signé, comme on dit, paysagiste, voilà, et il y a une décision budgétaire, donc c'est fait. Enfin, c'est fait. Ça va se faire. Bon, voilà, ça va se faire. Si tout va bien. Oui, c'est long, mais ça va. Et puis après, les problèmes que nous connaissons, structurels importants, qui sont un héritage de cette histoire, il faut les combattre. Et bon, là, on est dans l'ultra symbolique, quoi. Je préférais des mesures plus concrètes. Voilà. Bien, de toute façon, le travail de l'historien commence. Alors, ce soir, donc, je rappelle, à partir de 19h40, soirée hommage à l'historien. Ouais. Il y aura une couronne du régent. Non, j'espère qu'on va me donner les clés. Oui, Jules on va me donner les clés de la ville. Oui, les clés de la ville. Bon, en tout cas, le rendez-vous est pris. Et je signale que c'est la deuxième année que le riz se fait à Vis-Habitants. Vis-Habitants, bon, Cap-Rombal. Bon, voilà, j'ai rien dit. De plus de ça, on a le temps le dernier sujet. Oui, on a le temps. Vas-y. Oui, on a le temps. On va parler bien-être et santé. Donc, une journée qui a été proposée au Lamentin à destination des aînés et des personnes en situation de handicap pour favoriser le bien-être physique, mental et social. Donc, c'était le mot d'ordre, la pause bien-être. On voit un reportage de Patrick Uri. Nous avons organisé aujourd'hui une manifestation dédiée aux personnes âgées, évidemment, et personnes âgées, personnes en situation de handicap, sur le bien-être des seniors. Donc aujourd'hui, cette manifestation a rassemblé un certain nombre de personnes avec en partenariat l'association Aimez-vous de Francine Barbier. Il y a eu aussi la présence de la Miss Ronde France 2025, Madame Alison Torinius. Et en fait, cette manifestation a mis en place des prestations offertes par la ville. Et aujourd'hui, le but de cette manifestation, c'est le bien-être de nos seniors. Donc, leur permettre de vaincre l'isolement, de prendre soin de soi, de travailler sur l'estime de soi. Nous avons décidé tous ensemble et avec l'équipe d'œuvrer en direction des personnes fragiles, donc notamment les bénéficiaires du RSA, donc les allocataires, mais aussi surtout les personnes âgées qui restent vraiment notre préoccupation. Aujourd'hui, nous avons la motivation et à cœur de leur permettre de se sentir bien, de prendre soin d'eux et surtout à des prix vraiment raisonnables et solidaires. Aujourd'hui, nous avons 18 professionnels qui nous accompagnent. Ils sont partagés entre la coiffure, le massage, la pédicure, mais aussi avec notre boutique solidaire qu'il ne faut pas oublier. Aujourd'hui, nous avons une boutique chic et solidaire qui est installée à la rue Vatable. Et nous adressons tout particulièrement nos remerciements à la ville de Lamentin, car nous sommes à notre 3e événement avec eux. De jour en jour, d'année en année, on s'améliore. On a vraiment envie de faire au mieux pour nos seniors lamantinois. Je suis moi-même lamantinoise, donc est fière de l'être. Et également le conseil départemental qui, cette fois, s'implique avec nous, qui nous a mis à disposition un certain nombre de bénévoles, des femmes dynamiques, motivées et qui aiment aussi ce milieu de l'esthétisme et bien sûr nos seniors.
Voilà donc une initiative qui s'inscrit dans une dynamique de prévention et de bien-être pour tous. On va parler de l'inauguration de la stèle Paul Lacavé, donc à Capesterre-Belle-Eau, une stèle qui a été inaugurée en hommage donc à Paul Lacavé, figure de l'engagement civique, ancien maire et homme de lettres. Et donc à travers cet acte mémoriel, la collectivité permet de saluer la contribution de cet homme. On voit un reportage d'Olivier Félix. Ce soir, l'équipe municipale rend hommage à l'un de ses plus illustres maires, Paul Lacavé, qui ici même, il y a donc plus de 50 ans, s'est dressé face aux gendarmes, aux képis rouges, pour pouvoir protéger sa population. C'est pour nous un devoir de mémoire, transmission, rappeler à la jeune génération qu'il y a des hommes qui se sont battus pour que nous puissions vivre aujourd'hui dans les conditions que nous connaissons. Paul Lacavé, qui est un humaniste, un homme toujours au contact, mais surtout au service de sa population. Et c'est en ce sens qu'en ma qualité de maire et au nom de toute l'équipe municipale que nous nous devions de pouvoir installer donc ce bus pour pouvoir lui rendre hommage, mais surtout pour que la Guadeloupe n'oublie jamais. Je pense que si on interroge les Capestériens, ils penseront tous qu'il est normal qu'il y ait une stèle érigée à la mémoire de Paul Lacavé. Il aimait Capesterre, mais il n'aimait pas seulement Capesterre en tant qu'objet, il aimait Capesterre et les Capestériens. Et quand je dis les Capestériens, il aimait chacun des Capestériens. Parce qu'en fait, tout au long de sa vie politique, il a défendu les plus humbles, les plus pauvres, les plus victimes de la société, des injustices de la société. Et c'est toujours ça qui a guidé son action. Il n'a pas essayé de collectionner des postes électifs. Il a toujours eu en tête qu'il fallait défendre cette population, faire avancer cette population sur le plan social, sur le plan matériel, sur le plan de l'éducation, sur le plan culturel. Et c'est toujours ça qui l'a guidé. Dans le cadre de ce devoir de mémoire que nous avons initié donc depuis le début de cette mandature, et c'est ce que nous poursuivons ce soir. Et je tiens à remercier donc l'ensemble de la famille présente à nos côtés, de la population qui est venue rendre un vibrant hommage à Paul Lacavé. Et c'est en cela que nous devons maintenant continuer de manière à raconter l'histoire de Capesterre-Belle-Eau, mais surtout continuer à l'écrire. Je vais juste ajouter un petit mot, c'est qu'il y a eu une manifestation ouvrière à Capesterre, et quand les forces de l'ordre sont arrivées, Paul Lacavé a dit « tirez sur moi, ne tirez pas sur le peuple ». Et c'est resté dans l'histoire. Il a été député de la Guadeloupe, maire, etc. Et donc, c'était tout à fait normal qu'on lui rende hommage. Voilà, il est 14h02, c'est fini pour aujourd'hui. On a reçu beaucoup de gens. Daniel Dulac, président de la commission du conseil départemental pour les matchs U16, le festival, enfin, les rencontres internationales. Sandrine Soukaï, docteur en études anglophones, nous a fait le dernier épisode de In Diaspora. Et elle a parlé justement de toutes les recherches qui se font aujourd'hui sur l'indianité, sur l'engagisme, etc. Et la suite, ce sera avec Raïssa. Sylvie Rosier, sa chronique aujourd'hui, c'était sur... Le silence. On se tait et on écoute. Et pour mieux entendre. Bon, Christian Laviso nous invite demain soir, alors non pas à 20h, mais à 19h, une soirée artistique, programmation artistique autour de la mémoire de la création, avec des musiciens de haut niveau. Outre Christian Laviso, mais il y aura David Murray, c'est un Américain qui s'est intéressé au Gouka depuis plusieurs années et qui viendra spécialement pour ça. Ça va être très bon aussi demain soir à Basse-Terre, donc à ne pas rater. On reçoit Assia, bien sûr, pour sa chronique quinzomadaire, voilà. Et Frédéric Rijean, l'historien qui va être glorié. Il va être glorié en historien. C'est la première fois que ça se fait en Guadeloupe, je te le dis. Hein. Et tu es vivant. C'est en général quoi glorieux mon lèvre jamais. Là, demain il est glorieux à vieux habitants. C'est un abyssoir qu'on ne savait pas. Je ne savais pas. Je croyais plutôt baïfien. Mais enfin, il y a les deux, oui. Il y a les deux. Famille, ouais, les gens en fait, sont... cousinière Saint-Robert. Les gens ils passaient facilement de l'un à l'autre. Voilà. Ben ce sera ce soir hommage à l'historien. On attend son prochain livre sur Napoléon et Toussaint. Les Français vont pas apprécier ce livre-là. Bon.
Mon foyer. Bon, allez, rappel des titres avec Imani. J'ai rien dit, moi. Non, tu n'as rien dit, c'est moi qui l'ai dit. Au niveau de l'actualité, on a parlé biodiversité avec l'atelier plantation arbres en pot, donc sur Douville. On y est allé sur Saint-Claude pour fêter la famille et les mamans. On était sur le Lamentin pour la pause bien-être et santé. Et on vient de parler de Capesterre-Belle-Eau avec l'inauguration de la stèle. On avait commencé par le blocage de la LCDM, donc justement sur la libération concernant ces actes de propriété. Demain, c'est 27 mai. Oui. Ce jour mémoriel important. Il y a plein de manifestations à Sainte-Rose, à Bailly, les habitants, la Guadeloupe est en mémoriel. Non, mais c'est important. Mais je le dis, il faut y songer 1067 aussi. Curieusement, à Pointe-à-Pitre, il n'y a rien. Alors que si à Pointe-à-Pitre, il y a eu 1067, il n'y a rien du tout. À Pointe-à-Pitre, rien du tout. Bon, bref, j'ai dit ça, j'ai rien dit. Il est 14h05. À demain.